Bonjour. Donc, vraiment, je vais vous parler un petit peu de la perception un peu de la problématique des déchets. Alors, c'est une perception un peu personnelle peut-être, mais donc cette problématique-là, c'est pour moi une problématique sociétale, mais une problématique aussi humaine. Il faut voir ça dans une perspective d'un monde fini, en fait, où les matériaux donc, peuvent être épuisables, en fait, des choses qu'on ne pourra pas retrouver après, à l'opposé, par exemple, de tout ce qui est renouvelable, les énergies de flux, etc. Donc, forcément, prise de conscience, moi, je travaille en fait en ce qu'on appelle l'éco-construction. Alors, l'éco-construction, c'est éco comme construction écologique. Bien sûr, mais économique aussi, parce que c'est vrai que ça fait partie de la même réflexion, c'est-à-dire l'écologie peut vivre que si économiquement elle est viable. Alors donc du coup, la problématique des déchets, ça a tout son sens forcément, parce que dans cette perspective-là d'un monde fini avec des ressources épuisables, c'est quand même quelque chose de très important et bon, donc beaucoup ont conscience aujourd'hui, bien sûr. Alors tout ça, ça se traduit par déjà ne pas gaspiller les produits, c'est-à-dire trouver des produits soit de recyclage, soit des produits qui n'entraînent pas ou le moins possible de déchets, et aussi pour éviter la pollution sur les terrains, parce que production de déchets insidieux, ça pollue aussi. On a sur des chantiers en pleine ville, on a beaucoup de vent ici, c'est vrai. Donc tous ces déchets-là, ça part aussi un petit peu partout et ça pollue un petit peu l'environnement. Donc il faut faire quand même très attention à ça. Donc la première réaction, c'est d'utiliser à la fois des matériaux écologiques, mais malgré tout, on a quand même des sous-produits, des produits d'emballage, des produits de conditionnement, même des matériaux écologiques d'ailleurs qui sont à traiter. Et puis de toute façon, tout ce qui est bois, etc., c'est aussi à retraiter. Donc c'est un peu toute cette problématique-là, mais aussi un peu une certaine humilité par rapport à l'environnement, c'est-à-dire on a besoin d'avoir un respect de l'environnement aussi, donc c'est un peu toute une philosophie générale. Alors, comment vit-on la profession cette problématique-là? Donc on a les intervenants, maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, entreprises, fournisseurs et fournisseurs industriels. Donc là, je vais parler un petit peu de la vision un peu générale de chaque partie. Alors, maître d'ouvrage, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'exigences de la part de nos maîtres d'ouvrage pour l'instant, enfin du moins pour ce qui est de mon expérience. Ça se limite souvent à un règlement de consultation d'entreprise au niveau de l'appel d'offres où on met effectivement un critère de gestion de déchets parce qu'on leur demande des mémoires techniques sur leur réalisation, donc avec comment on appelle ça, un critère et un nombre de points, pas uniquement au niveau du prix, mais aussi au niveau de la qualité de la réalisation, et donc il y a la gestion des déchets. Alors, en général, c'est exprimé de manière très vague, et donc les entreprises répondent. Alors, on a un peu de tout, hein, évidemment. On a des entreprises qui disent nous occupons nous-mêmes du traitement et de la gestion du déchet, point, voilà. Et il y en a certaines, c'était carrément une présentation de la SOGED et tout ça, donc c'est quelque chose de très complet. Donc on a vraiment des différences énormes entre les réponses et l'appréhension de chacun par rapport à cette problématique des déchets. Alors c'est sûr que nous, on se contente en fait de noter effectivement celui qui dit « vous inquiétez pas, les déchets, je m'en occupe, pas de problème, ne vous inquiétez pas ». Donc là, c'est vrai qu'ils n'ont pas les points maximum, mais bon, c'est pas pour ça que les entreprises perdent le marché comme ça. Alors bon, c'est sûr que les entreprises, les maîtres d'ouvrage finalement s'en tiennent à la description de ce que font les entreprises, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'initiatives. Alors bon, maintenant, on a des initiatives, les chantiers verts et tout ça qui commencent à voir les jours, donc, mais pour l'instant, moi j'ai pas eu beaucoup d'écho
En fait, j'ai des échos, peut-être plutôt des particuliers qui ont une éthique et qui veulent une maison écologique et ça, donc ils s'intéressent aussi un peu à devenir un peu de leur terrain après pour pas que ça traîne, pas que les choses traînent, etc., que ce soit bien réglé. Mais souvent, finalement, c'est un petit peu comme les constructions écologiques, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage au départ ont des intentions assez vagues et sur l'éthique générale, et donc ça a été beaucoup à moi, c'est un temps, maintenant c'est un peu plus, mais bon, on est toujours obligé quand même d'argumenter pour essayer de faire passer des produits écologiques, de faire expliquer les choses, d'être vraiment très pédagogique pour que les maîtres d'ouvrage acceptent au moins d'avoir une option avec un produit écologique. On va essayer de comparer avec un autre pour essayer de pousser, mais on sent qu'il faut vraiment qu'on pousse la machine, on pousse les wagons, quoi. Et là, au niveau des déchets, c'est un peu pareil. Donc là, j'attendais aussi cette matinale pour avoir des outils, justement, pour pouvoir avancer un peu plus et proposer aux maîtres d'ouvrage qui sont peut-être un peu timorés. Alors, aux questions maître d'œuvre, au niveau donc des études et de la conception, c'est pareil, comme on n'a pas beaucoup de renseignements, finalement on suit un petit peu la méthodologie de l'entreprise. On essaye de gérer quelque chose comme ça. Souvent, dans la période de préparation, c'est à ce moment-là qu'on commence à parler de prorata, d'organisation de chantier, comment vous organisez. Voilà, on a un plan d'organisation de chantier et donc forcément des déchets. Donc on propose souvent, même à chaque fois, je propose qu'il y ait des traînes, des bennes sélectives. Ça n'a jamais l'adhésion de l'entreprise. Chaque entreprise dit non, nous on va s'occuper des déchets. Je dis souvent on a un peu de tout, on retrouve un peu de tout sur les terrains. Oui, c'est pas pour tout de suite. On a un peu de tout sur les terrains et je dis on gère nos déchets, avec nous il n'y a jamais de problème et tout ça. Bon. Après, quand on voit sur le terrain ce qui se passe, c'est vrai que c'est un peu risible, mais c'est vrai que on a du coup à partir du moment où le maître d'ouvrage n'a pas donné des cadres très stricts, même si la réglementation, on voit que ça arrive, mais voilà, j'ai appris des choses ce matin parce que je ne savais pas que les réglementations étaient aussi précises. Bon, elle date que 2016, mais en 2017, 2018, on a du retard quand même. C'est un peu malheureux. Alors moi, ma réponse, dans les préoccupations, c'est aussi le matériau écologique le plus possible, forcément, parce que à partir du moment où ça se recycle, s'il n'y a pas de produits synthétiques, ça se recycle plus facilement. Enfin, ça, c'est un peu mon impression. Et puis finalement, une présence assez forte sur le chantier pour éviter justement le dérapage. Parce que les dérapages, il y en a. Alors, pour les techniques, pour moi, ce qui est assez logique, c'est déjà de tomber sur des techniques de préfabrication. Alors, je vais vous montrer juste quelques petits exemples. Hop, ça va. Je ne sais pas comment ça marche. Voilà. Donc ici, on a un chantier. Voilà, en fait, c'est l'utilisation des techniques de bois, par exemple, en ossature bois, parce que j'en fais beaucoup, c'est la préfabrication. Donc la préfabrication, en fait, permet d'avoir un traitement de déchets dans l'entreprise, dans l'atelier lui-même, ce qui fait que tous les déchets, tous les sous-produits vont de l'atelier à l'atelier, donc là, on n'a pas de perte. Donc les produits arrivent un peu tout finis. Là, en l'occurrence, c'était au four, là, c'était on a poussé la sophistication jusqu'à même avoir les panneaux d'ossature bois, les pare-pluies, les pare-vapeurs à l'intérieur, tout fermé, donc en fait tout ce qui est scotchage plastique et tout ça, donc c'était déjà géré l'entreprise et c'est arrivé sur le chantier. Alors, on a eu quelques écueils quand même, vous voyez qu'il a plu un peu, parce que de temps en temps il pleut ici, et en réalité les caissons à l'intérieur étaient tellement humides qu'il a fallu tout ouvrir en fait pour pouvoir aérer, parce qu'on est tombé sur une semaine où il n'a pas arrêté de pleuvoir tout le temps, ce qui est pas bien non plus pour la structure bois, mais à la fois on ne peut pas non plus attendre une éclaircie pour démarrer le chantier. Donc ça avait un petit peu son corollaire. Voilà, ça c'est les installations de chantier.
ici, ben, je suis désolé pour tourner la tête, mais bon là, c'est pareil, au Saint-Urbois, on n'a pas été aussi loin. Là, il y a simplement juste cette petite partie-là qui est, en fait, qui est le lien entre le pare-vapeur et le pare-pluie, qui se met avant l'encoutrement, de façon à ce que ce soit bien propre. Et bon, vous voyez, on a une partie quand même qui est préfabriquée, et ça, c'est vrai que c'est toujours un petit peu mieux, parce qu'on a quand même un peu moins, bon, ouais, le chantier est quand même relativement propre, et on a localisé des endroits où les déchets sont et bon, comme ça se passe relativement bien. C'est pas toujours le cas, ça c'est un branlé. Alors après, il y a d'autres choses. Alors c'est l'utilisation des bois. Alors moi j'utilise beaucoup de bois, mais des bois traités chimiquement, forcément c'est plus compliqué à valoriser que des bois non traités. Donc on essaie d'utiliser aussi des bois comme du Douglas, qui est naturellement classe 3. Donc là c'est assez facile. Je pense qu'au niveau du recyclage, d'ailleurs au niveau des chantiers privés, je sais que le Douglas, il est mis dans un coin, il sert de petit bois après pour allumer les cheminées. Donc, alors c'est pareil, les bois traités thermiquement, il n'y a pas d'apport chimique, donc c'est aussi beaucoup plus facile. Hein, c'est pas une grande valeur énergétique peut-être, mais au moins ça sert pour le petit bois, ça peut servir pour autre chose, dans la mesure où c'est bien identifié, bien sûr. Alors, ce que j'essaie d'éviter aussi, c'est les produits composites, notamment par exemple les placo murs, par exemple, qui est donc un complexe placo et polystyrène. Alors, pourquoi ça? Parce que déjà, c'est deux produits, à mon avis, qui ne sont pas dans les mêmes catégories au niveau du recyclage. Donc, tout ce qui est déchets, tout ce qui est chute et tout ça, ça va d'un côté ou ça va de l'autre. Enfin, il n'y a personne qui vient découper proprement le placo et séparer les deux, c'est pas possible. Donc, j'essaie d'éviter. En plus, deuxième chose, c'est que quand les placomurs est plaqué donc, sur les murs, forcément vous avez des gaines, des fourreaux, des gaines techniques, et on sait très bien comment que ça se passe. Le fourreau, il est là, on fait une grande saignée, donc on fait une large saignée, comme ça on n'est pas embêté, même si ça bouge. Et tout ce polystyrène-là, où est-ce qu'il va il va ici à droite, à gauche. Au bout d'un moment, il y a bien quelqu'un qui fait un coup de balai, mais entre-temps, il y aura eu un courant d'air et tout ça, et puis le jardin en face, c'est plein de petits bouts de polystyrène, quoi. Donc, alors, je crois que Placo fait, pour pas citer, mais je le cite quand même, donc ils font des produits qui s'appellent Duopass, ouais. Donc ils sont des produits avec justement un petit peu ce problème. Mais je sais bien comment ça se passe en chantier, il y a toujours des choses à bouger au dernier moment et on finit inévitablement par. Alors, moi ce que je propose, c'est plutôt de faire des contre-cloisons sur des systèmes, par exemple Optima, et d'insufflation. Alors, quand on a l'insufflation, on fait des petits trous, on remet la petite pastille qu'on enlève pour insuffler, on le remet en place, on n'a même pas de déchets, on a juste un truc, ça se passe très très bien, et c'est vrai qu'on a très peu de résidus. Alors ça peut être la boîte de cellulose, alors pour la boîte de cellulose c'est pas bien grave, hein. Si on a un petit peu au fond de tranchée, c'est pas grave, et de toute façon c'est très 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 minime, quoi. Et à ce moment-là, voilà. Donc moi je vous incite à utiliser ce produit-là. Je me suis battu récemment justement pour faire accepter ça dans une petite opération HLM. J'ai eu beaucoup de mal, on était déjà un peu en dépassement de coûts, donc c'est vrai que c'était un peu compliqué, comme on dit, c'est pas l'architecte qui paye, non, je sais bien que c'est pas l'architecte qui paye, mais par exemple on avait sur une opération de 7 logements avec 550 000 euros de budget global, on avait 2500 euros de plus-value en passant par une insufflation. Vous voyez un peu le rapport. Et il a fallu que je me batte au moins 3 réunions pour qu'on puisse passer ça. Et on finit par dire, bon, pour faire plaisir à l'architecte, on va faire ça. Je dis, non, c'est pas pour faire plaisir à l'architecte, c'est pour autre chose. Alors autrement, il y a des systèmes qui sont assez intéressants et qu'on a un peu de mal à voir sur place. Ah oui, alors ça c'est une petite image, parce qu'on a forcément des déchets quelque part. Alors, les déchets, c'est terrible, la proportion des déchets à croître comme ça au fur et à mesure du chantier. Au début, il y a 3 tuyaux, et au bout de 15 jours, on retrouve ça. Alors nous, on finit par faire de l'archéologie. Heureusement que les fournisseurs ont leur nom sur les emballages, comme ça on peut savoir de qui ça vient, et on finit par demander aux personnes ou demander au copropriétaire, parce que personne, c'est jamais personne. Donc des fois, c'est un peu lourd.
Ou alors, voilà, ça c'est déjà un petit peu plus. Alors, justement, à ce sujet-là, par exemple, on a des produits d'étanchéité, comme par exemple le Répanol, enfin, je vais vous citer des marques, hein, désolé, le Répanol, où par exemple toutes les chutes de rouleaux d'étanchéité peuvent retourner à l'usine. Voilà, ils demandent d'ailleurs que ce soit retourné à l'usine. Donc ça, ces produits-là, qui sont repartis dans le bain, et hop, ça refait du produit. Donc là, c'est quand même intéressant, ce que ne font pas les PVC ou autres flags. Donc tous ces rouleaux-là, ben, je ne sais pas exactement où ça va, mais voilà, ben, c'est pas non plus... mais bon, c'est beaucoup cher. Voilà, où ça finit comme ça. Et une question, mais quand vous parlez du produit justement, qui peut retourner à l'usine. Pardon. Ici, là. Oui. Petite question, mais qui c'est qui gère justement ça? Est-ce que c'est l'artisan qui doit le ramener et via justement comme on disait tout à l'heure, de toute façon, le fournisseur pro? Pour l'étanchéité? Ouais. Il le ramène, ou est-ce que par contre c'est quand même à sa charge, à lui, de le ramener, ou quelqu'un on sait très bien? Ah, ça, justement, je ne connais pas tout. C'est cette partie qui est un petit peu cachée, c'est-à-dire que moi je ne sais pas exactement derrière qu'est-ce qui se passe. C'est bien de savoir que l'industriel est d'accord de reprendre ça, c'est génial. Par contre, voilà, moi je me fous la place de l'artisan, si c'est à sa charge, je sais très bien que ça sera jamais fait. Alors que si c'est via le distributeur qui va fournir ça, ouais. Je sais que le point P, qui est Guinère, tous maintenant, ils ont tous des bêtes à son justement. Ce serait bien que ce renseignement-là. Alors, effectivement, ça peut être un point de retour. Après, si démarre, je continue. Je prends pour exemple l'initiative de l'entreprise Sivadec, vous connaissez peut-être, hein, qui fait des lattes de bois composite, farine de bois et plastique pour les aménagements extérieurs. Eux, alors c'est pas du produit grand public, ils ont, voilà, c'est du produit purement professionnel et ils travaillent avec un certain nombre de professionnels qui mettent en œuvre leurs produits. Quand ils livrent X mètres carrés de lattes, je n'ai pas forcément les termes adéquats, désolé. Bref, quand ils livrent leurs produits, ils fournissent avec des lead bags retour. Et parce que eux ont un intérêt directement à reprendre toutes les chutes de mise en œuvre pour les intégrer dans leur process. Mais là, il y a vraiment, comment dire, un parti pris ultra moteur de l'entreprise, ultra volontaire de l'entreprise en elle-même. Après, effectivement, ça peut être aussi des circuits plus massifiants via des déchetteries pro et ainsi de suite. Mais bon, on peut imaginer, parce que de la même façon, c'est pas mon métier, mais j'imagine bien que sur tous ces produits-là qui ont des qualités éventuellement comparables, il y a une concurrence effrénée des différentes marques. Quand une marque type Sivadec a une initiative comme celle-ci, en général, les concurrents, ça les met un peu au pied du mur et s'ils ne veulent pas perdre trop de parts de marché, ils s'y mettent aussi. Alors après, à quelle échéance, dans quelle modalité, avec quelle facilité, tout reste à faire. Mais on est quand même sur des pratiques qui commencent à être hyper intéressantes de ce point de vue-là aussi. Et qui paye la mission? Des retours, des... Ah bah clairement, c'est dans le prix du produit fini. Monsieur Sivadec fait pas ça, enfin madame d'ailleurs, fait pas ça pour la beauté du geste. Elle, il y a un moment ou un autre où ces coûts-là sont intégrés dans ces coûts globaux et donc... D'où l'intérêt de le ramener, de ne pas tout à fait. Absolument. Alors sinon, donc, dans les produits, on a par exemple ce genre de choses. Ça, c'est pour faire des réservations dans le béton, plutôt que d'avoir des gros pains de polystyrène qu'on vient après écraser, casser pour faire passer nos tuyaux. On a des petites choses comme ça. Bon, ça, c'est pas non plus des produits... c'est des polypropylènes, hein, mais bon, c'est des produits qui restent après dans le béton, donc on le voit, qui sont intégrés dans le bâtiment. On a aussi des pains de carton, hein, qui sont très incompressibles et qui servent aussi également ça. Donc à ce moment-là, quand on enlève le pain, bon, de toute façon avec la pluie, à un moment il se dégrade de toute façon, parce qu'il y a toujours de l'eau un peu sur les chantiers, et il suffit de nettoyer un peu autour, pof, tout le papier descend, et à ce moment-là, c'est vrai que ça a une durée de vie très très faible, donc on n'est pas vraiment embêté. J'arrive pas à faire l'autre. Là, il y a aussi, en matière de carton, vous avez aussi, par exemple, des sous-chapes qui sont, je ne sais pas si on va voir plus loin. Voilà, bon, ce sont des plaques en fait, qui sont posées, des plaques en carton alvéolaire comme ça, pour faire des chapes portées en fait, pour avoir quelque chose de très propre.
Alors enfin, leur méthodologie, c'est d'avoir des petits trous aussi, en fait, dans la dalle. Une fois que la dalle est coulée, parce qu'ils font un premier plastique, enfin, un film plastique, ils font des petits trous, et après ils injectent de l'eau, en fait, pour que le produit se dégrade. Pas sûr que ce soit... Enfin, moi, ça me plaît qu'à moitié, de devoir de l'eau dedans, parce que je ne sais pas où part l'eau après. Mais bon, toujours est-il que ce sont quand même des produits, hélas, qu'on voit hélas pas beaucoup. Alors moi, j'essaye de... Quand je fais des immeubles avec des béton, j'essaie de demander, mais en réalité, sur place, vous allez voir, c'est pas très... Enfin, moi, j'arrive pas à faire le gendarme suffisamment pour imposer vraiment tout. C'est assez compliqué. Alors, au niveau des entreprises, justement, alors donc en chantier, c'est les propositions d'entreprises souvent qui sont prises comme méthodologie. Et c'est vrai qu'on a, moi j'attendais de cette matinée d'avoir plus d'outils. J'ai beaucoup de réponses aux questions que je suis en train de poser, mais j'ai déjà eu après. Moi je vous le dis quand même. Comment les entreprises nous ramènent souvent des problématiques qui sont un peu de l'ordre de leur habitude et leur méthodologie propre. C'est-à-dire qu'en fait on dit, sur place, vous allez faire plusieurs bennes avec... Vous avez dit non, on va pas. D'abord, ça coûte cher, le prorata, on va limiter au maximum le prorata parce qu'ils ont toujours peur de ne pas maîtriser en fait choses qu'ils n'ont pas vendues en fait globalement parce que et là sur les devis, on n'a pas beaucoup de marge. Il y en a certains qui mettent tant de pourcents pour le prorata et puis c'est quelque chose d'un peu vague, donc ça fait partie des consommations, ça fait partie des aléas des fois sur les chantiers. Donc on ne sait jamais trop au départ qu'est-ce qu'il y a. C'est un peu dommage, parce que du coup on n'a pas la quantification de ce que ça peut coûter. Et les entreprises ont déjà chez eux, dans leurs ateliers, en fait des bennes. D'ailleurs, ils le présentent souvent dans les mémoires techniques, ils ont des bennes de recyclage. Donc en fait, nous, ils nous disent, on ne va pas avoir une benne de recyclage sur le chantier parce qu'on a déjà une méthodologie chez nous. Donc il vaut mieux qu'on ramène les chantiers chez nous et qu'on les recycle parce qu'on a toute cette filière qui est déjà bien à peu près organisée, quoi. Donc en fait, du coup, sur le chantier, il n'y a pas. Alors, du coup, s'il n'y a pas sur le chantier, ça laisse libre cours, comme le petit A, comme je disais, à la propension de croître. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on finit par avoir un peu tout, n'importe quoi, à partir du moment. Et on a aussi, parce qu'il y a aussi un problème de police, c'est-à-dire quand on a des bennes, il faut aussi les avoir, les bennes fermées, à clé, parce qu'on retrouve de tout. On retrouve des vélos, des machines à laver, et puis des vieux jouets, des machins, enfin voilà. Ce petit tas que je vais vous montrer tout à l'heure, j'ai des vieux trucs, absolument rien à voir avec le chantier. Donc c'est relativement compliqué quand même. Mais voilà. Donc alors, qui c'est qui contrôle un peu cette gestion des déchets? En fait, c'est souvent c'est le coordinateur SPS et là un peu pour le faire, parce que la gestion des déchets, c'est aussi une problématique aussi qui est plus large avec la sécurité du chantier, parce qu'un tas de déchets, des déchets, c'est toujours aussi assez dangereux. Et donc, il a quand même un petit peu autorité sur le chantier, parce que les entreprises ont toujours peur un peu de l'inspection du travail, donc il faut, du coup, vous faites très attention. Et des fois, on a moins de présence que sur le chantier. Donc, alors oui, c'est ça. Donc il y a globalement, nous, par rapport aux entreprises, on voit bien que les entreprises qui travaillent avec des produits écologiques sont aussi plus respectueuses de l'environnement. C'est de manière un peu générale. Donc ça va de pair aussi avec l'éthique propre de l'entreprise. Donc on sait très bien qu'il y a une corrélation assez étroite, on le sait. On voit aussi un truc, c'est que quand les déchets peuvent être évacués dans la minute ou dans l'heure à laquelle ils sont produits, il n'y a pas trop de problème. Mais quand c'est vraiment quand les déchets sont relégués à plus tard, c'est là que ça commence à devenir très très mauvais. C'est-à-dire et là on est encore toujours dans l'accroissement des tas de déchets qui sont dans un coin. Alors par exemple, ce petit slide d'après, les OS.
Voilà, bon, ça par exemple, c'est un déchet d'un pain de polystyrène qui est à l'étage, dans un immeuble. Voilà, donc au premier étage, on a cassé le truc, les déchets descendent au rez-de-chaussée, et puis ça, on verra après, quand on sera en bas. Et quand on est en bas, après, il y a tellement de choses, il y a tellement de trucs qu'on n'arrive plus à les gérer. Alors autrement, ou par exemple, quand un couvreur ou un charpentier a un pistolet à clous, hein, donc les cartouches de clous sont des petits stacks en plastique, une espèce de petite bande là. Et bon, toc 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 là, et puis une fois qu'elle est vide, ça descend par terre, ça va en bas. Et après on oublie. Voilà. À partir du moment où on arrive à avoir juste le déchet ou le produit qu'on a là, hop, on le met dans une benne, là ça se passe relativement bien. Mais donc c'est aussi une réflexion à avoir au niveau des fournisseurs. Parce que les fournisseurs, il faut qu'ils pensent aussi à comment vont vivre aussi leurs sous-produits ou leurs déchets. Et puis bon, je pense qu'il y a, on en a parlé des coûts cachés qu'on ne connaît pas, parce que moi j'ai pas beaucoup de vision un peu de ce qui se passe un petit peu en aval. Alors ça pose la question donc, de fournisseurs. Alors, chaque fois qu'il y a des fournisseurs qui viennent nous voir, moi je leur demande à un moment ou à un autre, bon, et vos emballages, ce produit là, ils vont où? Alors c'est vrai que bon, il y en a certains qui ont déjà un peu leur mode de faire, ils expliquent les choses, mais il y en a quand même beaucoup qui se posent des questions, ils disent, on est là pour parler de la qualité du produit, moi je passe pour un demeuré, pourquoi il me pose des questions comme ça, qu'est-ce que ça va avoir quoi? C'est comme aborder la déconstruction à quelqu'un où on fait un bâtiment neuf, on parle de déconstruction, c'est vrai qu'il me regarde un petit peu, j'espère que ça n'arrivera pas très vite, non je comprends bien. Mais c'est toute une problématique en fait qu'on a à calculer. Alors bon, il y a aussi, dans la chaîne, il y a les collectivités, hein, on a compris que c'était un coût sociétal très très important, et moi, je saurais qu'il faut que la collectivité permette aussi d'exprimer mieux de diffuser vos travaux qui sont très intéressants. Donc, en conclusion, gageons qu'à l'avenir, cette nécessaire gestion des déchets profite à un secteur économique qui est une filière reconnue et qui est à part entière, parce qu'il paraît qu'il y a du chômage en France, donc ce serait bien que ça puisse à la fois profiter à l'environnement et profiter aux gens qui peuvent trouver du boulot. Les entreprises spécialisées, il y en a quelques-unes. On a des entreprises de services qui nous proposent de s'occuper de la sécurité, du nettoyage, le gardiennage et tout ça. Alors, moi, je ne sais pas si c'est un bien ou un mal, parce que d'avoir une entreprise qui s'occupe de la gestion de tous les déchets, c'est aussi déresponsabiliser complètement les entreprises sur leur gestion même de déchets. Je trouve pas ça bien. Donc, c'est vrai c'est un peu comme la personne qui va laisser traîner ses trucs parce qu'elle sait qu'il y a une femme de ménage qui vient. C'est pas non plus, je pense que c'est pas très, très valorisant pour l'humain. Et voilà, donc j'attends un peu plus d'éthique générale pour pouvoir vraiment améliorer les choses. Quoi. Voilà. Mais c'est vrai que la connaissance de la réglementation est importante. Et je parle en tant qu'architecte, je suis vraiment peu connaisseur de tout ça. Et j'attends un petit peu. Ici, c'est un chantier justement où il n'y a pas beaucoup de gestion de déchets. Enfin, c'est pas un chantier que j'ai suivi de A à Z et on finit par perdre le fil de la gestion des déchets globalement. Donc on se retrouve avec un peu de tout et là on sait très bien comment ça va finir ici. Ça va finir parce que le terrassier il va venir. Voilà, moi ça c'est le trou de la grue ici. Bon, vous voyez ce qu'il y a dedans. Voilà, c'est la catastrophe un peu. Donc finalement le terrassier il va nous appeler bien tout ça, il faut remettre ça dans le trou. C'est assez terrible, mais c'est vrai qu'on a difficilement d'appui. Alors, il y a quand même un recycleur breton, là, c'est pour les deux. Alors c'est bien, mais j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait dans la benne. Et là, oui, c'est assez catastrophique aussi, parce qu'il y a il y a des produits de béton, il y a des produits plastiques, il y a des produits de carton, il y a des plastiques, finalement, tout est parti dedans. Alors tout est parti dedans. La benne, elle était là, en fait, parce qu'en fait, ils ont fait une erreur sur le bâtiment, donc ils ont eu besoin de faire des ouvertures dans la façade, donc tous les déchets sont partis juste au pied, hein, c'était très bien.
Et puis je pense que, je ne sais pas qui, mais il y en a un qui s'est permis de remettre là, lui et Ben, on y va, quoi. Donc c'est vrai que c'est assez calamiteux en général, quoi. Voilà, ça c'est complètement en cours. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Et juste avant peut-être de passer la parole, moi j'aurais une question par rapport au réemploi des matériaux, de plus en plus qu'ils soient numériques ou physiques, pour développer justement l'échange, le réemploi de ces matériaux, des matières. Et est-ce que c'est quelque chose qui se développe vraiment ou ça coince un peu, il y a encore des freins, des limites le réemploi de, par exemple, de portes, de fenêtres issus d'un chantier de déconstruction qui peuvent être utilisés sur un autre chantier. Moi, j'ai pas beaucoup de chantiers de déconstruction. Et non, je ne sais pas vraiment. Je ne peux pas répondre. Et par contre, je suis très malheureux de voir souvent des beaux produits partir à la benne, comme on dit, qui seraient bien, qui pourraient être employés. Donc c'est pour ça que je parle notamment avec Jean-Paul, s'il y a des possibilités d'intervenir, faire intervenir des gens. Moi, je l'ai eu fait sur des chantiers, mais un peu en parallèle, c'est-à-dire débarrasser de plancher, on a des jolis planchers en chaîne. Et là, c'est parti, parce que tout est parti. Et donc les gens qui ont récupéré, pour chez eux, ou pour... voilà, mais c'est vraiment très confidentiel. Et en plus, c'est assez limite, parce qu'au niveau question sécurité, question réglementaire, on n'est pas du tout bon. Et c'est vrai que voilà, c'est très difficile de réutiliser les produits. Sur ces aspects réemploi, donc là on n'est même pas dans le recyclage, hein, c'est-à-dire qu'on va réutiliser effectivement des éléments en général pas structurels, mais voilà, effectivement portes, ouvrants, enfin structurants aussi, parce que ça peut être des poutres aussi. Ouais. Il y a des travaux d'ADEME qui ont été menés autour de ça, notamment des études de cas sur plein de chantiers. Alors effectivement, pas de chantiers en France, plutôt des chantiers un petit peu partout en Europe. Pour autant, la conclusion de l'étude, c'est que aucune de ces opérations qui ont été regardées de près n'aurait pas pu se dérouler en France. Enfin, concrètement, il n'y a pas tant de freins que ça. Il y a plein d'appréhensions, plein de difficultés, ça ne faut pas les minimiser, mais il y a des freins d'ordre qui relèvent du client final. Concrètement, on rénove un beau bâtiment. Alors je ne parle pas de bâtiment historique, c'est un cas à part où là effectivement, d'une part on est très encouragé à conserver des éléments, et en plus il y a des souplesses qui permettent de... Mais dans des bâtiments neufs, on prend un bâtiment patrimonial, on le rénove de façon moderne. Dans un premier temps, effectivement, on se dit ce serait génial de réutiliser les portes, ce serait génial de ceci, de cela. Et puis une fois que le produit, que le chantier avance, c'est un peu frustrant d'avoir un beau bâtiment tout neuf et puis pour autant de réutiliser, je sais pas, les sanitaires. Dans un beau bloc sanitaire tout neuf, de réutiliser les anciennes cuvettes, les anciens lavabos, ainsi de suite. Enfin, là, on est vraiment dans l'ordre de la commande et du client. Après, il y a effectivement des aspects assurantiels où il faut toujours se couvrir. Pour autant, encore une fois, il n'y a pas d'impossibilité réglementaire ferme. Donc, il y a des démarches en cours pour globalement créer de la référence technique, créer aussi des experts qui sont capables de dire, d'expertise, capables de dire, voilà, une poutre en chaîne qui a 400 ans, je suis incapable effectivement de garantir sa portance, ainsi de suite, comme un constructeur, comme un fournisseur de poutres en je ne sais pas quoi récente peut le faire. Par contre, voilà, moi, en tant qu'expert, architecte ou maître d'œuvre, j'estime que cette poutre, elle fait 3 fois l'épaisseur que ce que j'aurais mis avec une poutre neuve. J'estime qu'elle va tenir le choc. C'est complètement entendable. Après, voilà, on est là derrière sur des responsabilités individuelles et c'est très très dur de massifier, mais rien n'empêche. On a en tout cas un cadre réglementaire avec des organismes de contrôle qui nous retombent dessus. Juste une petite parenthèse, c'est très difficile de ne pas parler de réemploi quand on a été dans le passé référent régional. Alors c'est complètement hors Démoclès, voilà. Mais il y a des expérimentations beaucoup européennes, mais il y en a aussi en France.
Et je vous invite à découvrir tout ce que fait l'association Bellastock, qui a installé un laboratoire de réemploi sur un chantier de grosses démolitions en Ile-de-France, la démolition des entrepôts du printemps, des magasins printemps avec des bâtiments et qui sont démolis. Ça va être un écoquartier qui va être construit dans le cadre des JO. Les JO de 2024, c'est ça. En fait, ils vivent pratiquement sur le chantier depuis le début, c'est-à-dire ils ont participé à la démolition même du bâtiment en essayant d'identifier des éléments, de faire des fiches produits, de proposer aux démolisseurs la façon avec laquelle ils doivent les déposer, les entreposer. Et ils ont construit carrément un laboratoire à partir de matériaux de réemploi, des passerelles, des éléments de mobilier urbain qui vont rester sur le... C'est Bellastock, une association d'architectes. On va envoyer le lien avec. Voilà, et qui aujourd'hui, leur laboratoire qui est construit sur le chantier, a vocation à tester tout ce qu'ils ont produit pour voir comment les garantir, etc. Donc, si en France les choses bougent, il y a eu la grande exposition du pavillon de l'Arsenal qui s'appelle Matière grise. Je vous invite à vous procurer le livre qui recense toutes les initiatives sur le réemploi en France et au-delà. Et les choses bougent énormément, notamment grâce à l'ADEME qui a financé l'étude Frein et levier au réemploi. Dans le rapport est disponible sur le site l'ADEME, qu'aujourd'hui j'étais dans le comité de cette étude et qui a identifié tous les freins aujourd'hui qui existent et comment les lever. C'est quand même, les choses bougent énormément. Après, le réemploi c'est passionnant, je pense, c'est ce que on se disait en aparté tout à l'heure, c'est passionnant le réemploi, je pense que c'est un super défi pour l'architecte, voilà, parce que c'est ce que disent les membres de l'association Bellastock, on ne construira pas, on ne va pas continuer à construire demain comme on a construit les 50 dernières années, ce n'est plus possible, parce que l'abondance dans laquelle on a construit dans les années 70 et avant et même après n'est plus. Aujourd'hui, elle n'est plus. Glorieuse, voilà. C'est pas si glorieuse que ça finalement. On regarde aujourd'hui. Oui, et en fait, ils disent que l'architecte de demain ne va pas construire mais va déconstruire. C'est-à-dire qu'il va apprendre à s'approprier l'amont, l'historique du bâtiment amont. Et je trouve que ces notions-là, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure, le diagnostic ressources plutôt que le diagnostic déchets, on voit que tout le paradigme est en train de changer aujourd'hui autour de nous. Voilà, donc ça c'était une longue aparté réemploi parce que le sujet me passionne alors que je ne suis plus habilitée à en parler parce que dans Démoclès ce n'est pas le sujet. Moi je voulais réagir par rapport aux photos des bennes où il n'y a pas vraiment de tri qui est fait, où en fait on se dit on va faire du tri, mais il y a d'autres choses qui pendant le chantier viennent polluer tout le reste. En fait, nous, là c'est la construction, c'est la même chose pour la démolition, déconstruction, réhabilitation lourde. C'est pour ça qu'on préconise donc, dans l'équipe des Closiers d'avoir un référent au niveau de la maîtrise d'œuvre et un référent au niveau de l'entreprise de travaux qui, lors du point chantier, font le point sur le tri. En fait, on n'aime pas dire tri. Moi, je pense que dans la démolition, il ne s'agit pas de tri. Et vu qu'on dépose de manière sélective, il suffit de ne pas mélanger les choses. Voilà. Et en fait, ce point régulier qui est fait pendant le point chantier et qui est bien précisé par la maîtrise d'ouvrage en amont permet de rectifier le tir avec les compagnons de manière régulière, etc. Alors, pour les chantiers de construction, j'ai un exemple que j'ai identifié il y a très longtemps d'un architecte qui a demandé, a exigé que pendant le chantier, il y ait une personne dédiée à plein temps qui vivait pratiquement sur le chantier et qui était occupée à chercher les filières, à regarder les bennes, à vérifier qu'il n'y a pas de mélange, que tout aille dans les bonnes filières. Ils ont atteint un taux de valorisation qui était conséquent. C'est quelqu'un qui allait même chercher, est-ce qu'il y avait des associations intéressées pour le réemploi, est-ce que les filières existent, où elles sont, qui sont les interlocuteurs. Et c'est vraiment cette notion de ressource, une personne ressource qui a cette mission dans les mains.